C'est une des joies de l'automne que beaucoup retrouvent chaque année avec plaisir. Marcher dans les sous-bois et voir ces jolies châtaignes sortir de leur bogue. C'est toujours un jeu pour les enfants de les chercher sous les feuilles. Ils ne se lassent pas de les regarder, caresser leur écorce soyeuse. Avec les châtaignes, les grands-parents partagent les jeux simples qu'ils avaient pratiqués autrefois, pendant des automnes plus durs. Quelques pics et les fruits joufflus animent l'imagination. Il existe une centaine de variétés de châtaignes en France, 67 en Ardèche, le département qui en produit le plus. Il ne faut pas se méprendre. Le marron des cours d'école n'est pas comestible. Sa bogue n'a rien à voir avec celle des châtaignes qui ressemblent plutôt à un hérisson. Une fois libérée, la châtaigne apporte la touche délicate des plats salés, à condition de connaître quelques secrets. Par exemple, pour que la dinde ne soit pas sèche. C'est pas mauvais, hein? Voilà. C'est délicieux. De grands pâtissiers subliment le goût subtil de la châtaigne. Et certains sont fous amoureux du fruit. C'est sensuel, un marron. L'intérieur, c'est doux, c'est chaud, c'est charnel. Mais le produit le plus gourmand est la crème de marron. Des chefs vont nous apprendre à choisir la meilleure crème, à bien faire la différence avec celle dont l'apparence est trompeuse. C'est trop cuit, on a vraiment que le caramel. Par contre, il n'y a pas de goût de châtaigne, quoi. Pas assez. C'est peut-être parce que le marron rappelle l'enfance qu'il est une des friandises favorites des Français à Noël. À condition de sélectionner le bon marron glacé, un diamant qui exige un travail d'orfèvre. Ce fruit bien caché va enfin se révéler et briller pour nous. Depuis toujours, les hommes ont cherché à cultiver des plantes nourricières pour ne pas mourir de faim. À certains endroits, ils ont planté du riz, du blé, du maïs. Dans de nombreuses régions comme ici, en Ardèche, où les sols sont trop pauvres et arides, ils ont tiré parti d'une autre plante, le châtaignier. David Loupiac, après des études de géographie, a fait le choix de rester plus près de la terre. Il entretient une châtaigneraie de quelques 5 hectares en Ardèche qu'il exploite. C'est l'automne, c'est cette saison. Aujourd'hui, il fait beau, c'est magnifique. Et quand on regarde autour de nous, voilà, les couleurs d'automne avec la châtaigne, c'est juste magnifique. Sur ces terres rudes, on appelait le châtaignier l'arbre à pain. Pendant les guerres et les hivers particulièrement rigoureux, on n'avait que des châtaignes à manger. Durant des siècles, ces arbres ont assuré la survie des familles. Chez nous, un arbre qui a 100 ans, c'est presque un gamin. Voilà, à côté de ces gros pépères qui ont, voilà, 300-400 ans. J'aime à dire souvent que ces arbres qui ont 200-300 ans, ben, des fois, ils ont été plantés à l'époque de la Révolution. Comme pour les vignes, à force de bouturage et de greffe, depuis des centaines d'années, les hommes sont parvenus à sélectionner les arbres qui donnent les meilleurs fruits. Quand il sort de la bogue, vous voyez, hein, alors il a cet aspect très difficile à récolter, il faut le mériter. On l'a sorti de la bogue, elle brille encore, elle n'est pas ternie par le soleil, et c'est magnifique, voilà, ce fruit. Et je pense que c'est pour ça que les gens
vont vers ce fruit qu'ils ont besoin de le toucher parce qu'il est lisse, il est rond. Puis après, c'est la récolte, hein. Il faut se mettre au boulot quand même. Hein. La nature et la beauté, c'est bien beau, mais on est là aussi d'abord pour en vivre. À quelques kilomètres de chez David Loupiac, Nicolas Fournier et sa compagne Carole entretiennent une châtaigneraie de 3 hectares. Anciens bergers dans les alpages, ils se sont improvisés castanéiculteurs. C'est le nom donné aux cultivateurs de châtaignes. Chez eux, la récolte se fait à l'ancienne, à la main et en famille. Tu la manges crue, toi? Oui. Et alors? Elle est bonne. Elle a le goût de l'automne. On croque dans l'automne directement. C'est vraiment... voilà. La fraîcheur et ça cale. On aime bien la glace à la châtaigne. Il y a aussi la crème de châtaigne. Les crèmes et les glaces faites à la ferme, ce sont des heures de travail. La châtaigne ne se ramasse que lorsqu'elle est tombée. Il faut imaginer tout le boulot que c'est derrière. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un grand ciel bleu. Faut savoir que là, on a ramassé pendant 2 semaines dans le froid. Donc, on a froid aux doigts, on a froid aux pieds. C'est pentu, donc c'est bien beau, on ramasse nos 100 kilos, mais ensuite, il faut les remonter jusqu'en haut. Donc, voilà, c'est en fin de saison, c'est vrai que c'est assez fatigant quand même. Gaillard, pousse. Hey, Gaillard. Lorsque la récolte du jour est terminée, ils offrent aux brebis ce qui n'a pas été ramassé. Elles fouinent les bogues avec gourmandise. Elles vont pas s'engaver, elles vont en manger une grosse partie de ce qu'il y a. Elles vont s'arrêter de manger, elles vont retourner dans l'herbe. Elles y reviendront. Elles ont accès au frigo. Ah, elles en raffolent. À la fin de la récolte, les Ardéchois se retrouvent pour les castagnades, les fêtes de la châtaigne, à Dézaigne, un des premiers villages où elles ont été créées. La veille, David Loupiac, un des organisateurs de cette fête, participe aux préparatifs. Quand on est mordu, hein. Tout le monde est bien un peu mordu ici. On est venu faire la fête de la châtaigne. Ça nous rappelle notre jeunesse. Ah ben oui. Pour des touristes, on est efficace. On arrive avec le couteau. Motivé. C'est ça. Seuls les habitués savent que la veille du grand jour, il y a un rendez-vous à ne surtout pas manquer, la préparation de 400 kilos de châtaignes qui seront grillées le lendemain. Chacun est venu avec son couteau pour fendre l'écorce. Et cette étape est cruciale. Si on la fend pas, elle explose dans la poêle. C'est combien de minutes en fait? Et je vous dis pas, c'est comme si vous étiez enfariné. Alors vous êtes jeune, hein, vous l'avez jamais fait ça. Un moment particulier qui rappelle les veillées familiales où l'on faisait griller des châtaignes. À côté de David Loupiac, quelques jeunes du village qui sont venus donner un coup de main pendant la récolte. Il y a toutes les générations, ouais, non mais c'est vrai, hein. C'est ce qu'il y a de bien. Le marquage de châtaigne, c'est sympa. On se retrouve avant la grande fête du dimanche. Vous avez fini là-bas? Oh, presque. Allez. C'est aussi très tentant d'en faire un jeu. Entre la bille et la boule de pétanque. Le lendemain, pour la fête de Dézaigne, on vient en famille. Avec le grand-père producteur, des gamins apprennent à goûter une bonne châtaigne. Elle doit être bien pleine, pas véreuse. Et selon les Ardéchois, il faut qu'elle soit lustrée. Regarde, les châtaignes, il faut qu'elles brillent, il faut bien les nettoyer parce qu'il faut qu'elle est bonne, mais il faut qu'elle soit jolie. On dirait un cœur, voilà. C'est aussi un moment où les producteurs retrouvent leurs clients qui viennent acheter la comballe, la variété qui se conserve et se grille bien.
Ça, c'est le roi de la châtaigne. Tu leur diras de bien les conserver, tu sais comment il faut faire hein? Pas forcément, non. Au réfrigérateur tout de suite. Ah bon? Voilà. On n'arrête pas d'apprendre aux gens. Non, parce que c'est vrai. On n'arrête pas d'expliquer comment conserver la châtaigne à la maison. Merci. Et effectivement, si tu fais pas ça, quand tu les ressors, elles sont sèches et pourries. Ouais, moisies même. Comme la truffe, le cochon, l'ail, le vin ou la bière, la châtaigne a sa confrérie qui rappelle le caractère médiéval de Dézaigne. Ah, on n'a que des amoureux de la châtaigne ici. Ah ouais. Mais moi, je suis pas tombé dedans quand j'étais petit, mais c'est venu tard et ça m'a pris, ça me lâche pas. Coup de foudre. Ouais, coup de foudre. La confrérie a toutes les raisons de porter haut la bannière de ce fruit qui est dans cette région une activité économique importante. L'Ardèche est le département où l'on produit le plus de châtaignes en France. 5000 tonnes par an, la moitié de la production française. Le défilé est suivi de la grande distribution des châtaignes cuites dans le grilloir géant du village. C'est l'attraction. On va voir si elles sont bonnes. Ouais. Allez, allez! La distribution est gratuite. Alors les adultes redeviennent des enfants. On se sert à pleines mains comme si on se jetait sur des friandises. L'Ardèche est le seul département de France à avoir obtenu un label AOP, appellation d'origine protégée pour ses châtaignes. Nous sommes sur une des plus belles châtaigneraies de la région. Chez Michel Grange, castanéiculteur depuis 7 générations. Il s'est battu pour que les qualités gustatives et sanitaires du fruit soient reconnues. Voilà notre variété principale, la variété Campbell, c'est des fruits qui sont bien pleins, bien remplis et bien brillants. Ça, c'est une variété qui a une texture très fine et un goût très sucré. Donc on l'utilise souvent pour faire griller. Hein. C'est une variété qui s'égrille très bien, qui s'épluche bien. Et puis en crème et confiture aussi, elle a un excellent goût. Sur ces terrains en pente, des filets sont tendus au pied des châtaigniers pour ramasser facilement les fruits. Un label de qualité, cela veut aussi dire que les châtaignes doivent être triées avec soin. Dans un lot, on ne doit pas trouver plus de 10% de fruits véreux ou moisis. On fait un tri par flottaison, on plonge les châtaignes dans l'eau, donc celles qui sont plus légères remontent à la surface. Ce sont soit les châtaignes véreuses, soit celles dont la bande ne s'est pas développée à l'intérieur. Donc ces fruits-là, on les donne à manger aux animaux. Puis tombent au fond les bonnes châtaignes, voilà, celles qui pourront être consommées. À Privas, des connaisseurs contrôlent la qualité des fruits de différentes propriétés pour qu'ils puissent garder le label AOP. Sébastien Debelu, coordinateur, officialisera le verdict du contrôle. Vous pouvez en prendre une trentaine chacun. Sur chaque lot, 150 fruits vont être testés. Je vérifie qu'il n'y a pas ni maladie, ni insectes. Là, je vois que la châtaigne est bien saine. Pas de maladie comme de la pourriture, et pas d'insectes comme le balana ou le carpocaps. Ça, c'est un balana, celui-ci. C'est 14, 3, 17 et 5, 22 sur 150. Là, on est au-dessus des 10%, donc c'est un lot qui ne pourra pas être commercialisé sous signe de qualité. Ah oui. Donc on le mentionnera aux producteurs de ne pas le vendre en AOP. Les châtaignes qui ont passé l'épreuve du premier contrôle vont être jugées pour leur qualité gustative. Pas facile à détecter, à moins d'être un amateur doté d'un bon palais. C'est la meilleure châtaigne de l'après-midi pour moi. Intense en fermeté, en fondant, en sucré, pas d'amertume. Aucun défaut. Par contre, j'ai trouvé que c'était très doux et un goût de brioche aussi. C'est quelque chose qui est très agréable. D'accord. Bilan, la commission de dégustation a donné son aval et les a jugés conformes pour tous. Il existe une variété exclue du label AOP, la châtaigne hybride. Un croisement génétique entre une châtaigne asiatique et une européenne qui est sortie des laboratoires de l'INRA. Elle est plus précoce,
résiste mieux aux maladies, se cultive surtout en plaine. Alain Chauffour, castanéiculteur dans le Limousin, a accepté de nous parler sans détour de cet hybride qu'il cultive. Ça, c'est l'hybride. Hein. Et à quelle différence avec la traditionnelle? Regardez la grosseur du fruit, c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, vous n'avez pas la langue de bois, vous? Ben, j'ai pas la langue de bois. On peut pas critiquer notre production, quand même. En fait, les gens apprécient les hybrides parce qu'elles sont grosses. Alain Chauffour cultive aussi la châtaigne limousine, moins jolie, plus petite, mais autrement plus goûteuse. Ça, c'est votre petite chouchoute, quand même. Ben oui, parce que c'est quelque chose qui est délicieux, quoi. Ça c'est très très bon. C'est celle qui est dans votre assiette, celle-là? Ah, celle-ci, oui. Bon, c'est normal, on protège un petit peu notre variété de région. Hein. Je la porte haut et fort, celle-là. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Alors, c'est châtaigne. Mais regarde. En nombre, c'est différent. Un ami d'Alain Chauffour est venu apprécier la qualité de la récolte. C'est bon aussi. Ah oui, c'est bon aussi. Et vous l'aimez bien, l'hybride? Vous la mangez? Non, je mange pas l'hybride. Il n'y a pas que moi qui le dit. Mais quand on a ça, on va pas manger l'hybride, non. Non. Mais ça paye pas. C'est vrai que c'est pas gros, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais c'est bon. C'est bon. La petite limousine est un peu terne à côté de l'hybride, dont l'aspect charnu flatte l'œil sur les marchés, où elle est vendue 2 fois plus cher. Sur un marché, vous ne faites pas prendre quand vous voyez du gros marron? Vous ne dites pas c'est la meilleure? Non. Non. Sur les marchés, comment ne pas se faire avoir pour choisir la bonne châtaigne? Pas toujours facile. Parfois, les primeurs n'en savent pas beaucoup plus que les clients sur la provenance de leurs fruits. Par exemple, sur ce marché parisien, ce restaurateur aimerait bien savoir ce qu'il achète. Et alors là, qu'est-ce que c'est là, celle-là? Je sais pas. C'est français, mais c'est pas indiqué la provenance précise. Vous savez pas d'où elle vient? Mon fils roulé, je peux faire à 3,50 la kilo. Non. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de code postal. Pour certains touristes étrangers, c'est tout simplement un fruit exotique. You know that? No. You don't? No. C'est dur par rapport à. Taste it. It's good. Taste it. Delicious. What's it called? We can eat very well in Paris. Delicious. Nous avons fini par trouver une indication sur l'origine du fruit chez des marchands bio. Celles-ci viennent du Quercy. Bon, alors, comment s'y retrouver dans le choix du fruit? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une bonne châtaigne ne doit pas être molle, ni trouée, ni desséchée. La grosseur n'est pas forcément un signe de qualité. Une fois le fruit choisi, reste à l'accommoder. Tout le monde connaît la dinde farcie aux châtaignes. On peut aussi se réchauffer avec une soupe bien consistante. Des chefs ardéchois ont inventé des recettes plus originales. Le velouté de châtaigne grillé à la truffe, la bogue de foie gras aux châtaignes, les œufs pochés, choux braisés à la châtaigne. Les 7 chefs qui ont inventé ces recettes se sont réunis à Aubenas pour défendre les produits emblématiques de l'Ardèche. Ce jour-là, ils cuisinent pour une soirée de gala réunissant des apprentis boulangers, soit 450 couverts. On travaille tous la châtaigne. D'une manière, chacun à sa façon, chacun avec son inspiration. La châtaigne, vous la déclinez en farine, en semoule. On peut faire de la polenta châtaigne avec des châtaignes entières, confites, pas confites. C'est déclinable à l'infini. On fait comme un risotto en fait avec les brises de châtaigne. C'est ce qu'on appelle les brises, c'est les crues, donc les châtaignes séchées. Et on s'insère comme du riz en fait. Ça remplace le riz du risotto? Voilà. Ça va cuire tout doucement. Et puis en même temps, l'avantage de la brise de châtaigne, c'est qu'on aura un produit qui va rester croquant. On aura une belle texture de mâche à l'intérieur. Tu lances ton risotto, après on rassemble tout le monde, on fait un point. Ouais, hein, ça marche. Je commence à dresser là. Donc on est d'accord. Pintade accompagnée d'une sauce au cèpe et du risotto de brise de châtaigne. C'est important.
un tout petit peu croquant, c'est un peu mieux que le riz. On sent bien le goût de la châtaigne et après on a un tout petit léger goût de citron, c'est super bon. C'est excellent. Ouais, c'est bon. Monsieur, c'est très bien. Merci à vous. Un pour tous, tous pour elle. Ah. Toujours à Aubenas, on nous a recommandé la dame qui a bien voulu nous révéler son secret pour que la dinde au marron, souvent trop sèche, trop lourde, retrouve sa place dans les dîners de fête. Christiane Briourde la cuisine sur place, dans son salon de thé. Alors là, on va faire une dinde, comme on faisait le poulet ou le pigeon. On peut faire toutes les volailles farcies comme ça, avec des châtaignes. Nous, on va mettre un peu de foie gras, parce que je trouve que ça donne juste un peu le quelque chose qui va très bien. Un peu de beurre. On va mettre le foie et le cœur. Du sel, du poivre et un peu de thym. Là, je mets les châtaignes qui sont dans toute cette petite graisse et vous allez voir comme elles vont être bonnes quand elles vont sortir. La châtaigne, elle va donner un petit goût de noisette et moi, je trouve qu'elle finit complètement le goût de la dinde. Vous savez, on n'avait pas de truffes chez nous avant, donc on avait des châtaignes. Avant d'être mise au four, elle nous montre une étape qui va tout changer. La dinde va être cuite en papillote, avec un papier sulfurisé recouvert de 2 couches de papier aluminium pour bien préserver l'étanchéité. Entre 2h30 et 3h à 220 degrés. On va avoir tout le jus en bas. La dinde va être moelleuse. La chair va avoir pris le goût de la châtaigne, le goût du thym et le goût du foie gras. 3 heures plus tard, la dinde est prête. La peau, elle a l'air parfaite. Hein. Quand c'est fait, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la peau s'est détachée, ce qui veut dire qu'elle est cuite. On a tout qui ressort là. C'est pas mauvais, hein? Voilà. C'est délicieux. Eh bien, tout simplement, ça remplace la truffe. Chez Christiane, on trouve le goût de la châtaigne dans la chantilly, les palmiers, le flan, les madeleines, les meringues. Elle fait même sa propre crème aux châtaignes. Une châtaigne étant un produit naturel, on ne se pose pas vraiment de questions sur la qualité de ces crèmes. Et pourtant, nous avons découvert des disparités importantes de goût, de couleur, de texture. Alors comment choisir la bonne crème de marron qui sublimera vos desserts? À la Mastre, Michel Grange vend une partie de sa production au détail et garde des châtaignes pour les transformer en crème dans sa propre fabrique. D'abord, un chalumeau brûle l'écorce. Sous l'effet de la chaleur, la deuxième peau qui adhère aux fruits se décolle. Débarrassés de ces peaux, les fruits n'ont ainsi aucune amertume. La plus petite peau va être enlevée à la main. Les châtaignes seront cuites une vingtaine de minutes. Ensuite, elles vont être moulinées pour obtenir la finesse de la chair qui tombe en vermicelle. Les déchets se retrouvent dans cette pâte compacte qui fera d'autres heureux. Là, c'est les bouts de peau qui cloisonnent les fruits et tous les points durs qui sont à l'intérieur de la châtaigne. Ça, on les donne à manger aux cochons. La crème est mélangée à de l'eau et du sucre de canne. Elle va être cuite 20 minutes. Tamisée, cette crème sera prête à la consommation. La crème de marron que tout le monde connaît est la Clément Faugier, aussi fabriquée en Ardèche, à Privas. Cette famille affirme que l'ancêtre Clément a inventé la recette de la crème de marron en 1885. Aujourd'hui, elle a le monopole sur le marché français. 85% des ventes. La société a été reprise par Jean-David Boiron. Ça vous dit quelque chose, cette sympathique mascotte joufflue? Ce personnage, c'est Marronneau, c'est l'emblème de la société. Donc c'est un personnage qui est fait de bogues, comme on peut le voir, et de feuilles de châtaignier, voilà, qui a été créé par M. Clément Faugier. Il existe depuis 1938. Voilà. Donc
Il a quelques années, mais il est toujours aussi jeune. Et ce pot qui renvoie l'image d'une bonne crème de marron traditionnelle. Toute votre enfance dans un packaging. La vraie, c'est celle-ci. Voilà, même la boîte mythique qu'on connaît, quoi. Une boîte mythique qui entretient un mythe. Celui d'une crème composée exclusivement de châtaignes d'Ardèche. Jean-David Boiron nous révèle ce que le packaging n'indique pas. Ce sont des mélanges, en fait, de châtaignes européennes, donc des italiennes, des espagnoles, des portugaises et des françaises. Crème de marron d'Ardèche, ça ne veut pas dire que c'est du marron d'Ardèche. Non, en fait, crème de marron de l'Ardèche, c'est une marque et une recette déposée par Clément Faugier. C'est une marque qui a été déposée en 1924. Donc on a gardé le nom, mais on a le droit de le mettre. Mais c'est pas de la châtaigne d'Ardèche. Il y a dedans de la châtaigne d'Ardèche. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui nous impose de marquer l'origine. Donc on pourrait le marquer, mais bon, il n'y a pas... on a toujours fait comme ça. Certes, ça écornerait l'image d'un produit ancré dans son terroir. Bon, des châtaignes européennes, pourquoi pas? Mais nous aimerions au moins nous assurer que les châtaignes sont de bonne qualité. C'est la base. Jean-David Boiron est d'ailleurs d'accord avec nous. Pour faire un bon produit, il faut déjà avoir une bonne matière première. Il faut bien choisir sa matière première. Nous voulions donc savoir comment elles sont triées, ce qui leur reste de peau avant d'être mélangées au sucre. En fait, nous n'avons pu assister qu'à la dernière étape de cuisson. Et vous pouvez nous le montrer tout ça en fait? Alors ça, je ne peux pas vous le montrer. On ne me fait pas visiter. Parce que on tient à protéger nos savoir-faire. Il y a des machines qui sont particulières, que nous avons développées en interne, qui nous appartiennent, qui ont été faites il y a de très nombreuses années. Et donc on tient, disons, à protéger notre recette. Voilà. Ça nous intrigue, nous. Ah mais oui, mais il faut garder un petit peu, il faut que le consommateur, il ne faut pas du tout lui donner, il faut qu'il ait un petit peu, qu'il cherche un peu. Il y a des secrets aussi à ne pas dévoiler. Eh bien alors, nous n'aurons aucune certitude sur la qualité des fruits, sur leur tri. Et ce que M. Boiron nous dévoile, c'est que l'écorce n'est pas brûlée, mais cuite avec la chair. Cette écorce sera enlevée par la suite. Rien à voir avec l'épluchage minutieux artisanal. Peler une châtaigne, c'est compliqué. Donc il y a tout un processus, ça serait trop cher en fait. Et puis le fait de cuire avec la peau, ça apporte du tanin aussi. La peau est chargée en tanin et ça donne du goût à la crème de marron. Un goût de tanin qui est plutôt considéré comme un défaut par les connaisseurs. Nous avons demandé à nos 7 chefs ardéchois de choisir à l'aveugle la meilleure crème de marron. Nous voulons savoir si l'on décèle vraiment une différence entre 2 industriels et une artisanale. Attention, bouge pas. Ah, c'est du tube. La première est l'industrielle, une marque de distributeur. Chocolat. On voit qu'elle est restée dans le chaudron. C'est pas bon. Enfin, non, mais c'est vrai par rapport. C'est pas bon. On doit manger. C'est trop cuit. On a vraiment que le caramel. Mais pourquoi on cuit plus? Parce qu'il faut cacher un peu les défauts. Ouais. Et puis après, là, il y a la question sanitaire. Si vous avez des fruits qui sont pas bons et qui sont de très mauvaise qualité, si vous voulez qu'elles soient sanitairement correctes, à un moment, il faut la cuire. C'est industriel, ça c'est sûr. Ouais. La seconde est celle de Michel Grange, l'artisan qui fabrique sa propre crème, à la mastre. Hein? Elle a un bon goût de châtaigne, elle est claire, donc il n'a pas laissé beaucoup de peau. Elle n'est pas granuleuse. Je vais dire qu'on s'approche de la vérité quand même là. Parce que le sucre n'est pas dominant. La texture est bien. La couleur me plaît beaucoup. C'est de l'Ardéchois. Ça, c'est quand même un bon produit, quoi. Je sais pas où c'est que ça a été fait, qui est-ce qu'il a fait, mais c'est un bon produit. La troisième est la Clément Faugier. Alors comment les chefs vont-ils réagir à ce goût de tanin que l'industriel met en avant? On voit bien là que ça fait plein de petits morceaux de peau. C'est de la peau, ouais. C'est tannique en fait. Cet aspect un petit peu tannique, farineux. Qui reste farineux, qui accroche sur la langue, qui est pas
pas très agréable. D'où l'intérêt d'avoir un épluchage correct. C'est important l'épluchage. Ah oui. Niveau couleur, c'est trop foncé déjà. Enfin, elle est brillante. Mais là, je pense que pour le brillant, il y a du glucose là par contre. Ouais. Pour le coup, là, t'es sûr. C'est moins agréable, ouais. Moins agréable. Ça Ce donne côté quoi, vraiment, c'est ça, ce côté un peu justement, pâteux et puis même écœurant. Par contre, il n'y a pas de goût de châtaigne, quoi. Pas assez. Alors, je vais vous les poser dans l'ordre où elles vous ont été présentées. Tiens, ça, c'est la une. La mieux notée est donc la crème de Michel Grange, avec une moyenne de 14. La Clément Faugier n'a pas la moyenne, avec 9 sur 20. Et la dernière, la crème industrielle, a eu 8 sur 20. C'est dans celle-ci que l'un des chefs relève la présence d'additifs alimentaires. Là, on a quand même déstabilisant, du sorbitol. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas besoin d'être dans une confiture. Une confiture, c'est des fruits, du sucre. Ce qu'il faudrait tout le temps faire... Regardez les étiquettes. Lire les étiquettes, ça c'est une chose. Et si possible, acheter directement chez un producteur et la goûter. Il faut être terre à terre. On ne peut pas tous aller acheter chez un petit producteur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas acheter un bon produit ailleurs. Il faut juste prendre le temps de lire l'étiquette. Les desserts emblématiques à base de crème sont le Mont Blanc et la barquette au marron. De grands chefs parisiens révolutionnent les goûts et les formes de cette barquette que l'on trouve de moins en moins. Dans le quartier latin, l'un des meilleurs pâtissiers de Paris, Sébastien Desgardins, a voulu continuer à faire ce dessert. C'est vrai que la barquette au marron, on n'est plus très nombreux à la faire, quoi. Ça, c'est vrai, ça. Dans la barquette traditionnelle, le goût du marron était masqué par une crème au beurre. C'est l'écueil que le pâtissier a voulu éviter. Il a apporté de la légèreté et la touche acidulée d'un fruit. J'aime beaucoup en réalité allier le marron avec soit avec le cassis, les fruits des bois, parce qu'en réalité ça va amener un peu d'acidité, un peu de nervosité, et ça casse un peu la lourdeur du marron et le côté sucré. On retrouve la pâte sablée amande qui est sur l'extérieur, qui est ici, avec la crème d'amande moelleuse. Les grains de cassis qui sont posés à l'état brut, qui vont vraiment amener de la nervosité au dessert. Après, on a la crème de marron, le glaçage chocolat et les débris de marron glacés que l'on retrouve sur le tour. En premier, on sent ce qu'on recherche, c'est-à-dire le marron. Après, on a la vivacité du cassis qui vient derrière. Et après, le chocolat qui vient en réalité en fin de bouche. Claire Damon, un autre grand chef, dont la grand-mère faisait sa propre crème de châtaigne, transforme la barquette en voilier. Encore cette nostalgie de l'enfance. C'est la barquette au marron traditionnelle, avec un clin d'œil au petit bateau du Jardin du Luxembourg. Donc avec la voile blanche et toujours dans le même esprit avec le marron et les marrons glacés. Voilà. Quand on déguste, on a en premier de la pâte sablée, la crème qui vient vraiment enrober, la crème d'amande. Ensuite, on part sur les brisures de marron et tout à fait au cœur, cette châtaigne qui est légèrement parfumée au rhum. Dans le Marais, un des plus grands maîtres chocolatiers ne cesse de surprendre avec des confiseries aux arômes les plus subtils. Jacques Génin, le fondeur de chocolat, est aussi un fondu de marron. Il ne peut envisager les fêtes de fin d'année sans la confection d'une bûche au marron confit. Quand il explique la différence entre la crème et la pâte de marron qui compose le sabayon de sa bûche, on succombe. La pâte, elle donne la puissance. La crème de marron, elle donne l'onctuosité, mais en même temps, ce goût de vanille qu'on a dans le marron. Et ensuite, on a donc la crème de marron, mais la crème de marron, c'est plus pour la gourmandise. Dans les forêts des Vosges où il a grandi, il s'étourdissait d'odeurs végétales que l'on retrouve dans ses compositions. Depuis, il n'a jamais cessé de travailler ce fruit aux odeurs automnales de son enfance. Vous savez, quand vous goûtez ça, vous connaissez les marrons qu'on mange cuits comme ça sur le feu. C'est ça que vous sentez. C'est plus qu'une odeur de marron. C'est
un peu l'odeur de la forêt. J'ai besoin de ça. Ça doit rester. C'est un des fruits que j'aimais beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais gamin, je pouvais lancer des bâtons dans les arbres et les voir tomber. C'est vraiment très beau. Vous ouvrez, vous avez une écorce blanche, mais une belle écorce. Et d'un coup, vous avez l'impression que vous avez des beaux noyaux qui sortent, mais tout brillants. Et ça, c'est... Moi, j'ai toujours trouvé ça magnifique. Je trouve que la nature, là, elle fait vraiment bien les choses. Mais c'est très sensuel ce que vous racontez là. Mais c'est sensuel, un marron. L'intérieur, c'est doux, c'est chaud, c'est charnel. C'est ça que je trouve sensuel. L'intérieur de la marron, c'est charnel, c'est... On peut me dire tout ce qu'on veut. Vous savez, vous êtes... Moi, je trouve ça magique. Hein. Et moi, tout le reste. Oubliez les piquants de la bogue, l'épaisseur de l'écorce, le croquant du fruit. Le sabayon parfumé de quelques gouttes d'un bon rhum révèle une texture soyeuse. Et comme quoi, un produit aussi brut, aussi dur, peut avoir une tendreté incroyable. Posés sur ce nuage de crème, des marrons confits entiers. Ça, c'est les stars. En fait, moi, je mets toujours que des marrons entiers et confits. Vous savez, un marron, ça doit être moelleux. Quand vous mordez dedans, vous devez... voilà. Voilà, j'ai rien... Voilà, c'est... Vous savez que... Un peu comme une figue bien mûre, qui vous éclate en bouche et qui fond. Voilà, ça doit être comme ça, un marron. Quand c'est pas comme ça, c'est pas joyeux. Le sabayon sera glacé avec ses marrons confits et prendra la forme d'une bûche discrète et élégante, comme le fruit. On a en fait un biscuit, une dacquoise amande, une pralinée grain à l'ancienne et feuillantine, marron glacé confit, sabayon marron et à nouveau une dacquoise. Une saveur mousseuse, aérée. C'est bien. Hein. On l'arrête, hein. Bah, ici, de toute manière, ils se battent presque tous pour en manger. Et quand vous réussissez ça, vous dites que quand même, ça fait vraiment plaisir. Voilà, là, il est à la température, c'est juste divin. Jacques Génin ne fait cette bûche que quelques semaines à Noël. Le marron est aussi le symbole des fêtes de fin d'année sur les Champs-Élysées. Beaucoup de parents y emmènent leurs enfants se faire une provision de souvenirs. Chaud chaud les marrons. Chaud chaud. Vous avez quel souvenir avec les marrons? Petite enfant avec mes grands-parents, sur une petite poêle avec des trous. Ils faisaient cuire ça comme ça. On n'hésite pas à mettre le prix pour se brûler les doigts. Un grand cornet pour 7 €. C'est cher quand même, hein? Ah ouais, hein, on est à Champs-Élysées. Hein. C'est normal, c'est cher. Hein. Ah ouais. Merci madame. Chaud chaud les marrons. Peu de gens savent que c'est au marché aux puces de Saint-Ouen que l'on trouve les plus anciens vendeurs traditionnels de marrons grillés de Paris. En hiver, autrefois, ils étaient à tous les coins de rue. Ils ne sont plus que quelques-uns aujourd'hui. Isidore et Dimitra, sa femme, sont d'origine grecque. Ils sont réputés pour la qualité de leurs châtaignes qu'ils vendent 5 € le gros cornet. Les châtaignes d'Isidore, c'est souvent le déjeuner des commerçants des puces. Isidore. Bonjour. Ça va? Oui. Bien dormi? Bonjour, ça va très Ça bien. Ça va? Bonjour tout le monde. Oui. Alors, ça va? Vous connaissez là tous les deux? Oh, ça fait 45 ans. On est les vieux de la vieille ici. Hein. Mais quand il fait froid, on vient se réchauffer les mains et en même temps on prend le paquet. Et puis ça, quand on a faim, ça bouche en trou, c'est le moment de dire. Avant d'être vendeur de marrons, Isidore était venu à Paris pour faire des études de sciences. Et Dimitra, sa femme, des études de lettres à la Sorbonne. Et je viens à Paris avec un bac à la poche. Je m'inscris à l'université. J'ai arrivé à avoir ma maîtrise de biochimie. Et je suis fier parce qu'à l'époque, je ne maîtrisais pas bien la langue française. Et en cherchant du travail,
Il y avait des gens qui m'ont dit, mais on fait les marrons en attendant de trouver quelque chose. Et puis voilà, les 3 ans, ils sont devenus 33 ans, depuis 83. J'ai tellement travaillé les marrons que j'ai eu mon doctorat, ma thèse marron. Docteur S. Marron. Dimitra et Isidore ont assurément une connaissance encyclopédique du produit. Pour le moment, ce sont les meilleurs marrons de Paris. C'est la qualité de Portugal, de la région de la Guadra. Et c'est une qualité qui s'appelle Zudia. Et je vous mets 3 cadeaux. Merci. Et là, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne fête. Il y a plusieurs variétés. Au début, mois d'octobre, on travaille avec les marrons de l'Ardèche. C'est une bonne qualité, c'est les marrons sucrés. Et quand les marrons d'Ardèche, il n'y a plus, après, on travaille avec les marrons de Portugal. Quand il n'y aura plus les marrons de Portugal, on travaille avec l'Italie. Avant, Isidore et Dimitra étaient devant les grands magasins. Aujourd'hui, ceux qui les ont remplacés sont des vendeurs à la sauvette, qui exercent sans autorisation. La plupart viennent du Pakistan ou d'Inde et utilisent des bidons dans lesquels ils font chauffer les marrons avec du charbon de bois. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est combien les marrons? 3 € le petit? Oui, madame. Et les grands, c'est combien? 5 €. 5 €? Voilà. D'accord. Ça va, c'est pas trop dur ou ça marche? Oui, ça va beaucoup plus. Les policiers vous embêtent? Policiers, beaucoup de problèmes. Police arrive. Pardon? C'est comme dans Guignol. Les vendeurs à la sauvette se sauvent quand la marée chaussée approche. À peine les policiers ont-ils disparu que les vendeurs retrouvent leur poste avec leur caddie. Impossible de vérifier la provenance de leurs châtaignes. Mais à Rungis, plusieurs grossistes nous ont expliqué que les vendeurs à la sauvette venaient leur acheter des châtaignes à bas prix. Pas forcément de mauvaise qualité. Celle dont les tarifs défient toute concurrence est la châtaigne chinoise. Ça, c'est quoi? C'est des marrons de Chine. La clientèle ici va chercher les châtaignes chinoises surtout pour le prix. Parce que c'est des fruits qui vont être moins chers que ce qu'on trouve au Portugal ou en France. Là-dessus, je suis bien placé niveau prix et même niveau qualité, c'est très bien. Vous avez de la bonne chinoise, quoi. On a de la bonne chinoise. Nous décidons d'aller tester la châtaigne asiatique auprès des autres grossistes. Chez Valérie, on trouve des fruits made in Europe. Mais est-ce qu'elle vend de la chinoise? On a ce genre de conditionnement donc, qui est en filet de 5 kg, qui vient d'Espagne. 1,60. 1,60 le kilo? 1,60 le kilo. pas cher. C'est un petit calibre. Après, vous avez du plus gros qui est beaucoup plus cher. Ça peut monter à 3 €, 3,50 selon les calibres. Parce que la chinoise, elle est à 2 et quelques. Ne me parlez pas de ces produits-là, c'est banni chez moi. Ah bon? Et vous savez qu'il y a de la châtaigne chinoise, hein? Oui, je sais. Qui se vend, Oui, mais je refuse d'en avoir chez moi. Je suis contre ces pays-là. Ah oui? Non, il y en a chez nous. Qu'est-ce qu'on va aller chercher la châtaigne en Chine? Ouais. C'est une question de principe. Je ne touche pas aux produits qui viennent de Chine. Personne ne veut goûter la chinoise. Mais non, vous avez vu? Ça veut tout dire, hein? Les grossistes de Rungis la boudent. Pourtant, les Chinois sont les premiers producteurs sur la planète. L'aspect de ces fruits aurait pu séduire les confiseurs qui ont besoin de gros calibres pour la fabrication des marrons glacés. Mais son goût est trop fade pour cette friandise de luxe. Ce sont ceux d'Italie que les grands confiseurs apprécient. Aujourd'hui, à Noël, un marron glacé peut être vendu jusqu'à 4 € l'unité dans les confiseries de luxe. Comment obtient-on un goût et une texture d'exception? Qu'est-ce qui les différencie de ceux que l'on trouve dans des paquets de 30 en grande surface? Comment savoir ce qui se cache derrière ce bel emballage doré? Dans le 16e arrondissement de Paris, une confiserie de luxe fait venir ses marrons de Naples et de Turin. François Jantet, qui a repris la maison Boissier en 2000, s'attache à conserver la recette qui date du 19e siècle. Vous avez des souvenirs enfants avec le marron? Ah oui, ça m'a toujours fasciné. Ces saveurs du marron glacé, parce qu'on attaque avec le sucre
Et très vite, le sucre s'efface pour mettre en valeur la saveur du marron. J'adore, malheureusement, parce que faut pas en manger trop, quoi. Moi, j'ai du mal à résister au marron. Un bon marron glacé doit être translucide. Laissez perler le sirop à l'intérieur. Le sucre doit être savamment dosé. Chaque geste compte. Ne jamais couper un marron avec un couteau, parce qu'il blanchit. Alors que si on le rompt avec les doigts, et vous voyez là, il reste parfaitement dans sa couleur. Bon, moi, je suis navré, mais quand je vois ça, je peux pas m'empêcher. C'est délicieux. Délicieux. Pendant les fêtes, les petits commerces de bouche les vendent à l'unité. Ce que l'on trouve sous l'emballage n'est pas toujours aussi appétissant. Alors, je vais vous montrer un marron que j'ai trouvé dans une boulangerie. Regardez, il est recouvert de cette couche blanche. C'est du sucre. C'est du sucre qui a séché et qui blanchit. C'est sec parce que le sucre, si vous voulez, n'opère plus sa fonction, qui est de laisser respirer le fruit. D'accord. Donc ça enferme l'humidité, c'est vraiment... Et puis il est probablement pas de... Il a peut-être un certain temps déjà, ce marron. Celui-ci a coûté 2 €, contre 4 € chez Boissier. Mais le marron glacé ne supporte pas la médiocrité. Il nécessite un travail artisanal qui a un prix. C'est à Aubenas, en Ardèche, que la société Sabaton nous a fait découvrir les étapes de leur minutieuse confection. Cette entreprise familiale fabrique des marrons glacés depuis le début du XXe siècle. Christophe Sabaton a repris la recette de confisage de son grand-père, Paul. Lorsqu'il était enfant, c'était Noël tous les jours. J'ai baigné dedans tout petit. Je me rappelle encore des marrons glacés que je mangeais en rentrant de l'école primaire, quand j'avais un petit creux à 11h30. Et puis voilà, l'histoire continue et j'espère qu'elle durera encore longtemps. C'est un bon goûter, un petit marron glacé. Pas mal, c'était un privilège. Les plus gros fruits viennent d'Italie et d'Espagne. Et les châtaignes plus petites d'Ardèche. Chaque geste de la préparation montre la délicatesse et la fragilité du fruit. Il est épluché, puis cuit à l'eau. Il va être placé dans un fin tulle de coton, dans la même position que celle qu'il avait dans sa bogue. Ce qu'il y a de compliqué, c'est de partir d'un fruit qui est cru et avec une chair un petit peu ferme et en faire un fruit qui soit fondant, sucré, mais pas trop, avec encore un goût de châtaigne d'Ardèche qui va ressortir. Donc tout ça, c'est vraiment une alchimie, c'est magique quelque part. Les marrons sont placés sur des grilles, dans des bacs avec un sirop de sucre dans lequel baignent des gousses de vanille. Il va imprégner les fruits en tournant pendant 48 heures. Les fruits reposeront ensuite 1 semaine dans le sirop. C'est la phase la plus délicate et le taux de sucre est très important parce que s'il y en a trop, on va plus sentir le goût de la châtaigne. Par contre, s'il n'y en a pas assez, aussi ça va mal se conserver ou plus se dessécher. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment une frontière, une tolérance très faible parce que si on est dès qu'on est plus haut, trop haut ou trop bas, ben c'est pas bon. Débarrassé de son barésil, le voilà confit. Il va ensuite être couvert d'un voile de sucre, le glaçage. Une lisse texture blanche qui va favoriser la conservation du marron, éviter qu'il ne sèche et lui donner son aspect brillant. Seuls les marrons parfaits sont glacés. Les morceaux cassés sont vendus en vrac. La présentation finale doit être pleine de promesses. Et c'est l'image de Noël, c'est le marron sous le sapin, on ouvre les cadeaux, on ouvre la boîte de marron glacé, on déplie encore le marron pour y arriver. Et là, aux surprises, un superbe marron bien confit. C'est l'ambiance de fête. Les marrons confits étaient servis sur la table de Louis XIV. Ils feront peut-être encore rêver pendant des siècles. C'est parce qu'ils croient en l'avenir de ce fruit que les castanéiculteurs se projettent à long terme. Ils plantent des arbres qui ne donneront des châtaignes que dans 10 ans. Quand on plante un châtaignier,
On a l'habitude de dire on plante pas pour soi, on plante pour ses enfants. Ce gros pépère qui a 400 ou 500 ans, on ne sait pas. Ceux qui l'ont planté, peut-être étaient loin d'imaginer qu'aujourd'hui on serait là pour dire, voilà, dans 10 générations plus tard, il y aura encore du monde qui vivra dessus. Vivre à l'ombre d'un vieux sage qui nourrira des familles pendant encore des siècles procure un sentiment d'éternité.